William Tay. La première priorité, c'est de protéger ceux qui veulent réussir et ceux qui veulent suivre un enseignement qui est correct. Donc les élèves majoritairement qui ne sont pas radicalisés et les professeurs. Parce qu'avoir des élèves radicalisés, ça doit être un enfer pour un enseignant. Ça doit être difficile en termes d'enseignement parce que vous ne pouvez pas enseigner tout ce que vous voulez. Et pour les autres élèves qui veulent avancer, qui doivent acquérir un certain nombre de savoirs fondamentaux alors qu'on a beaucoup de retard sur les classements de l'OCDE, ça doit être un autre défi en plus. Donc le principal, c'est de sauver la majorité. Or, trop souvent en France, on a voulu mettre tout le monde ensemble. Ça veut dire traiter la minorité en même terme que la majorité. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'éducation? C'est qu'en fait, on a tiré la majorité du bloc vers le bas en pratiquant ce qu'on appelle le nivellement par le bas. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que je pense que pour traiter les élèves radicalisés comme on a un autre sujet également, ça va être les jeunes émeutiers. C'est que je pense qu'il faut les extirper du cocon familial. La clé, c'est de les mettre dans les internats d'excellence, en dehors du cercle familial, en dehors de la loi des caïds, en dehors de la loi des gangs, auxquels ils évoluent dans une atmosphère qui ne leur permette pas d'aimer la République, qui ne leur permette pas d'évoluer en se disant que le système est méritocratique, le système peut réussir. Donc les met dans les internats d'excellence, on leur montre qu'il y a une voie alternative, donc une voie républicaine, une voie méritocratique, auxquelles ils peuvent réussir dans ce milieu-là. Et c'est comme ça qu'on les extirpera de ce milieu-là, qui seront moins radicalisés et qui préféreront la République à des thèses les plus farfelues. Merci. Ces actes antisémites, mais c'est terrible de voir ça en 2023. On avait assisté malheureusement l'année dernière au retour du tragique avec le retour du conflit en Europe entre l'Ukraine et la Russie. Maintenant, on a le retour de la pire horreur, 70 ans après la Seconde Guerre mondiale, 80 ans après la Seconde Guerre mondiale. On a l'impression qu'on n'a pas su tirer les enseignements. On n'a pas réussi à tirer les enseignements. On se pose la question de savoir si notre éducation fonctionne avec des gens qui sont un peu azimutés, un peu tarés, qui commettent des actes antisémites après ce qui s'est passé, après les attentats du 7 octobre, et surtout après que les Juifs aient subi les pires horreurs possibles sur le continent européen, et surtout que la France avait quand même un rôle particulier dans la Seconde Guerre mondiale. La question qui se pose, c'est comment faire pour lutter contre l'antisémitisme qui ne date pas du 7 octobre, mais qui date depuis longtemps. Notamment, on voit notamment que les actes antisémites sont perpétrés par deux choses. Un, l'extrême gauche qui, par antisionisme, cache en fait un véritable antisémitisme, notamment pour lutter contre le grand capital et les grands clichés classiques. Et le deuxième, c'est l'antisémitisme promulgué par les islamistes les plus radicaux et dont certains, pour s'en aspirer, le répètent à leur échelle. Et la question qui se pose, c'est comment faire pour lutter contre cet antisémitisme. Je pense que, il faut appliquer une tolérance qui est zéro et dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, parce qu'il faut quand même le rappeler que certains ne savent pas ce qu'il faut faire. Et deuxième point, c'est est-ce qu'il ne faut pas augmenter les sanctions, notamment sur les actes antisémites en termes de contravention, en termes de peine de prison et en termes d'actes réglementaires. Il y a un problème pour Israël, c'est qu'ils sont en train de subir le même sort que les États-Unis après le 11 septembre. Ça veut dire qu'ils doivent affronter une organisation terroriste, à l'époque les États-Unis, Al-Qaïda, et là maintenant le Hamas, qui sont abrités par un État et par une population. Donc Gaza pour le Hamas et à l'époque l'Afghanistan pour les talibans. Ce qu'avaient fait les États-Unis, c'est qu'ils avaient bombardé sans condition tout l'Afghanistan, ils avaient repris tout le pays. 20 ans plus tard, les talibans sont revenus au pouvoir et ils sont indélogeables. Est-ce que Israël veut faire en sorte que le Hamas soit indélogeable dans la bande de Gaza, voire en Cisjordanie dans les années à venir et solidifier tout le monde arabe contre eux? C'est la première question que pose et c'est la question que posent les Américains, forts de leur expérience après le 11 septembre 2001. Je pense que les Américains, en termes de position, adoptent la position historique de la France que d'aurait dû adopter Emmanuel Macron. Ça veut dire qu'en fait, ils disent clairement, on pose les voies d'une défense d'Israël pour faire en sorte d'éliminer le Hamas, mais dans le même temps, on prépare le monde d'après, ce qu'on n'avait pas su faire après le 11 septembre 2001 et ce qu'on n'avait pas su faire après la destruction de Daesh. Et donc, ça permet de créer une solution politique après la guerre et ça permet ensuite, après, de faire en sorte que la Palestine et Israël puissent vivre dans une forme d'harmonie dans les décennies à venir. C'est News, une réaction, William Tay, sur l'analyse du général Bruno Clermont? Oui, je suis d'accord. Le point le plus intéressant depuis cet octobre, au-delà de l'émotion que ça a engendré l'attaque terroriste du Hamas, c'est est-ce que l'Iran va rentrer dans le conflit ou pas? Or, est-ce que l'Iran veut rentrer dans le conflit? Non, parce qu'ils ont des problèmes internes très importants avec des mutineries, voire même une probable révolution contre l'ayatollah Khomeini. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on peut arriver sur un scénario non pas de Deuxième Guerre mondiale, mais Première Guerre mondiale, où une succession d'événements fait en sorte d'arriver dans une régionalisation du conflit, voire une mondialisation du conflit. Moi, le point que je vois qui est risqué, c'est que si Israël attaque trop fort Gaza, l'opinion publique du monde arabe va obliger leurs dirigeants à intervenir pour stopper un éventuel massacre. Or, 10 ans après le printemps arabe, est-ce que l'Arabie saoudite, même si c'est un dictateur, même si les pays du Golfe, est-ce que le Hezbollah, est-ce que l'Iran peuvent tenir contre leur propre opinion publique qui demanderait à intervenir? Donc moi, c'est le point que je vois. En cas d'intervention trop forte à Gaza, le Hezbollah rentrerait en guerre avec des missiles. En cas d'entrée en guerre du Hezbollah, Israël serait obligé d'entrer au Liban, voire même d'occuper le Liban, voire d'aller jusqu'à Beyrouth. Et dans cette hypothèse-là, je pense que la Syrie rentre dedans, l'Iran rentre dedans. Ça veut dire que les États-Unis rentreraient dans ce type de conflit. Et évidemment, ça s'étendrait à la Russie et à la Chine. Donc on arriverait sur une guerre mondiale qui n'a été voulue par aucun des acteurs.
Le Parti socialiste se manifeste. Le Parti socialiste a un nouveau mot d'ordre, c'est courage Fillon. C'est pas eux qui changent de veste, c'est le vent qui change de sens. Dans la mesure où Jean-Luc Mélenchon apparaît comme impopulaire, il se détourne de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas des positions anti-LFI, c'est des positions anti-Mélenchon. La question qu'il faut se poser pour eux, c'est est-ce que ça leur rapportera électoralement ou pas. Mon avis, c'est que Mélenchon va réussir à s'en sortir électoralement, dans la mesure où c'est le seul type à gauche qui incarne quelque chose. Et une fois que Mélenchon va retrouver des couleurs électorales, le Parti socialiste va revenir à son habitat, parce que Kevin l'a très bien dit, ils ne quittent pas la NUPES, ils font un moratoire. C'est-à-dire que si Mélenchon fait 20%, eh ben ils vont se resoumettre de nouveau à Mélenchon, ils vont appliquer comme le bon caniche qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils vont se remettre à terre et ils vont soutenir Mélenchon. La question qui se pose pour le Parti socialiste et qui est essentielle, c'est quelle est leur ligne politique, quelles sont leurs réelles convictions. Parce que depuis Hollande, ils ont tout fait. Ils ont été pour Hollande, pour la loi travail. Ensuite, après, ils ont manifesté contre la réforme des retraites qui avait été portée initialement par Hollande. Ensuite, après, ils ont changé de position à tous les 5 ans sur le droit du travail, sur l'Europe. Est-ce qu'ils sont pro-européens, est-ce qu'ils sont anti-européens? Quelle position ils ont sur la guerre en Ukraine? Quelle position ils ont sur la valeur travail? Et sur un ensemble de positions, le Parti socialiste a perdu son âme. Moi, je pense que Kevin a raison. Il faut quand même rappeler que Léon Blum avait subi quand même des atrocités pendant la Seconde Guerre mondiale. Il devrait s'en rappeler et il aurait dû condamner immédiatement après le 7 octobre les positions de LFI et soutenir le droit de Israël à se défendre contre les atrocités du Hamas. Alors, par la réaction rapide sur ces prises de position, William Tay et Karim Zerebi. On voit bien que la position historique de la France est en train de faire un consensus dans le monde occidental, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Dire que tuer la population civile de Gaza et de la Palestine et éradiquer le Hamas sont la même chose, ce serait comme si dire qu'à l'époque, on voulait éliminer Daesh, c'était éliminer les Syriens, éliminer les Irakiens ou éliminer les Afghans lorsqu'on voulait éliminer Al-Qaïda. Donc ça n'a aucun sens. La clé pour nous, à la fois pour les États-Unis et pour la France, c'est d'imaginer comment on peut faire en sorte de faire émerger 2 États. Une des points qui peut être possible, c'est est-ce qu'on ne met pas la Palestine sous protectorat du monde arabe ou de l'ONU pour faire en sorte de faire émerger un État qui soit la meilleure garantie de sécurité pour Israël dans les années à venir.